dans le Moyen Atlas, au pied du mont Tassémit, se trouve la ville de Beni Mellal. Beni Mellal, c'est une ville qui a été fondée en 1688 sous l'ère ismaélienne. Mais en fait, la plaine du Tadla dans laquelle se situe Beni Mellal est une forte région de passage. En effet, on est situé actuellement entre les villes de Marrakech et de Fès, donc qui sont deux villes impériales. Bonjour à tous et bienvenue dans Terre de Splendeur, votre web TV. Ce que je vous propose donc, c'est qu'on aille d'abord faire un petit tour à Beni Mellal, ensuite on va prendre la route du lac Bin El Ouiden, et dans un autre temps, on va prendre un peu les chemins de traverse et aller tester la Wrangler, et on va partir dans un site exceptionnel qui s'appelle la cathédrale. Allez, c'est parti! Implanté sur un rocher escarpé, dominant la source et la plaine, appelé Ksar Ain Asserdoun. Il est doté de 4 tours pyramides, un monument qui a assumé un rôle décisif et prépondérant dans l'histoire des habitants de Beni Mellal. À côté, une source avec un débit de 2000 litres par seconde, donnait naissance au sédentarisme, à la création de points de groupement humain. Elle avait toujours besoin d'être protégée. Ce Ksar nous préserve un patrimoine architectural distingué, fondé selon la tradition orale pendant l'époque de Moulay Hassan Ier, soit fin du 19e siècle. Donc ici, nous sommes au centre de la forteresse de Gué. Donc les gardiens, ils peuvent monter là-haut, comme ils peuvent regarder à travers les fenêtres tout autour du Ksar. Et comment ils prévenaient des attaques? Donc ils prévenaient les attaques avec du sang, mais aussi avec de la lumière. Ok, très bien. Ça veut dire allumer du feu la nuit, ou juste crier, parce que la ville de Beni Mellal n'est pas très loin d'ici. Nous avons à côté la Zawiya de Sidi Ahmed Belkacem, c'est le saint patron de la ville de Beni Mellal. D'accord. Et c'est un saint qui vivait à l'époque saadienne, ça veut dire vers le 16e siècle. C'est une Zawiya très fameuse. Ouais. Le Ksar avait le but de contrôler le mouvement des tribus turbulentes ou des personnes qui voulaient nuire. Qui nuisent au coulement naturel de l'eau. Mais je veux bien vous mentionner que nous avons la tour ici, c'est la tour la plus originelle qui a été construite par de la pierre avec une base de la pierre et surhaussement par de la brique. Et avant 2010, ça ressemblait à quoi? C'était complètement en ruine? C'était exactement comme ça, sauf que les enduits, la pierre était toute endommagée. Et il n'y avait pas de clôture ici. D'accord. Mais sinon, les fondations avaient tenu le coup, quoi. Ça n'avait pas bougé. L'originel du Ksar, il n'y avait pas ces arcs, donc il y avait un mur. Ah, bien sûr. Donc on ne peut pas imaginer une forteresse ouverte comme ça. Complètement. Le dire qui est la bande territoriale longeant le piémont de la montagne, c'est un lieu de rencontre et de brassage de plusieurs cultures. Et la culture amazigh et la culture arabe. Nous avons aussi la ville de Beni Mellal est la seule ville où il n'y avait pas de mellah. Ah bon? Parce que les Juifs habitaient avec les habitants de l'île. Il n'y avait pas de ségrégation, il n'y avait pas d'isolement des Juifs. Comme on en trouve à Essaouira, comme on en trouve dans d'autres villes. À Essaouira, ils ont un mellah. Oui, c'est ça, exactement. Mais à Beni Mellal, non. Tout le monde était groupé homogène. Super. Nous avons ici à Ain Asserdoun un mausolée, un saint patron israélite qui est visité par la communauté juive de Beni Mellal. D'accord, donc ils viennent se recueillir ici. Oui, effectivement. Donc c'est un site qui englobe un ensemble de caractéristiques et de valeurs historiques, naturelles et aussi archéologiques. Il y avait plusieurs secrets archéologiques qui sont éparpillés tout autour de Ksar Ain Asserdoun, comme autour de la source elle-même. Voilà, et ici, nous sommes au sein d'une cellule de la forteresse, c'est la cellule nord-ouest,
Donc là, c'est la plus ancienne, c'est bien ça? Oui, c'est la plus ancienne du point de vue architectural, parce que l'ensemble est très ancien. Ouais. Nous avons une vue vers la Zawiya de Sidi Ahmed Ben Qasim et nous avons une vue vers l'ouest, comme on a une vue d'ensemble sur l'ancien Médina. Donc la personne installée sur cette tour, il peut contrôler le côté plein. Les deux autres personnes peuvent se placer sur les deux autres tours en arrière-plan pour contrôler les gens qui arrivent de la montagne. Contrôler les gens de la montagne. Il y a une communication entre les 4 tours. C'était une région qui était stratégique du point de vue même militaire parce que certains historiens avancent que gouverner Tedla, c'est gouverner le Maroc. Parce que le Tedla, c'est un passage entre les deux villes impériales. Nous avons Fès au nord et Marrakech au sud. Mais pour rejoindre les deux villes par le chemin le plus court, c'est le Tedla. Et quand on gouverne le Tedla, on a Fès à la portée et on a Marrakech à la portée. À l'époque saadienne, la fin des Ouattacides et le début des Saadiens, il y avait de grandes batailles ici au pays, au Bilad Tedla. La contrée tadilienne, c'était une étape décisive dans le confrontement entre les dynasties qui ont régné sur le Maroc. Très beau. Oui, merci. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Vous êtes les bienvenus. Bah, on reviendra. Inch'Allah. Bye bye. Bye bye. La route, dite Porte du Moyen Atlas, 50 km, qui relie Beni Mellal à Fourar au lac de Belouidan. À bord du 4x4, Chloé renoue avec cet esprit aventurière, nous emmène découvrant un itinéraire, une région de montagnards. À travers ce parcours, elle nous fait partager des paysages panoramiques et de magnifiques lacs, fort appréciés par les randonneurs et amoureux de la montagne. Le lac de Beni Mellal a su garder son caractère sauvage et authentique, offrant quelques possibilités de logement, allant de l'hôtel de grand luxe jusqu'aux chambres d'hôtes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un des mets incontournables des tables marocaines, tant pour le goûter que pour le petit déjeuner. C'est la crêpe, qui se nomme ici le bahrir. Donc en fait, c'est une recette qui a l'air très simple. Comme vous voyez, les trous se font tout seuls. Et donc à l'intérieur, c'est exactement ce qu'il nous disait, il y a donc de la levure chimique, de la levure pâtissière, de l'eau, du sel et du sucre et de la semoule, qui est donc l'élément principal. On mélange tout. On fait cuire après avoir laissé reposer. Moustapha, qu'est-ce qu'il y a sous votre tagine? Dans ce tagine, on va préparer une omelette au khli. Ça, c'est juste un délice. Qu'est-ce que c'est le khli? Le khli, c'est un peu de viande d'agneau. Ouais. Il est un peu scellé. Ouais. On met avec les œufs. D'accord, juste agneau, oui. œuf. Oui. Et donc vous faites cuire dans le plat à tagine. Oui. Et c'est prêt. C'est un plat dans la région. Oui, plat typique. Oui. Et qu'on trouve très présent aussi sur les tables de tous les hôtels pour les petits déjeuners. Je vous le conseille vraiment, c'est un délice. Allez, maintenant, moi j'ai envie de goûter tout ça. On va passer à table ?
plan Maroc vert est une stratégie de développement économique et social du pays. Il s'inscrit dans la ligne droite des directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, plaçant le département de l'agriculture au cœur du sujet. Nous voici maintenant sur le lac de Bin El Ouiden en compagnie de Monsieur Hassim. Bonjour. Bonjour. Bonjour, soyez bienvenue. Merci beaucoup. Donc parlez-nous un petit peu de ce plan Maroc vert, hein. Quels sont les objectifs de ce plan? Donc les objectifs du plan Maroc vert est de mettre en valeur l'ensemble, c'est-à-dire de potentiel existant au niveau de notre territoire, Oui. et de remédier aux contraintes qui s'opposent au développement d'une agriculture marocaine, c'est-à-dire à travers deux axes qui Oui. sont premièrement un développement d'une agriculture solidaire pour lutter contre la pauvreté rurale, Ce qui est essentiel. à travers l'amélioration du revenu agricole, et ça se fait par la réalisation du projet Pilier 2 au niveau des zones précaires et diminuées. Le plan Maroc vert a adopté un modèle novateur qui est l'agrégation. Ce système repose sur un partenariat gagnant-gagnant entre l'amont productif et l'aval commercial et industriel. Il permet aux agriculteurs d'augmenter la productivité, d'améliorer les conditions de l'approvisionnement, d'accéder au financement, de commercialiser leur production et de bénéficier des importantes aides financières. Le deuxième axe, c'est l'agriculture moderne, Ouais. compétitive, à haute valeur ajoutée et qui s'adapte aux règles, c'est-à-dire aux règles du marché. Ouais. Et à travers, donc pour la développer, à travers la réalisation ou bien le lancement des projets Pilier 1 et qui touchent principalement les investisseurs privés. D'accord. Donc ici, là, dans la région de Beni Mellal Khénifra, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Donc, D'abord, au niveau de notre région de Beni Mellal Khénifra, et après le nouveau découpage administratif, comprend 110 projets, dont 34 projets de projets Pilier 1, qui est l'agriculture moderne, D'accord. et 76 projets Pilier 2, qui est l'agriculture, c'est-à-dire solidaire. Et ici, là, autour du lac, Oui, par exemple, de Bin El Ouiden, est-ce qu'il y a des projets à venir? Bien sûr, il y a des projets de plantation d'oliviers et d'amandiers au niveau de la région d'Azilé. Il y a aussi ce qu'on appelle les actions transverses. Oui. Donc lorsqu'on parle c'est-à-dire du plan Maroc vert ou bien du PAR au niveau de la région, c'est environ de 9,6 milliards de dirhams. D'accord. Donc ça c'est gros l'enveloppe budgétaire, investissement. voilà, y compris des actions qui sont transverses. Ces actions transverses, il comprend, c'est-à-dire le programme national d'économie d'irrigation, D'accord. c'est-à-dire l'agropole au niveau de Beni Mellal D'accord. et le développement des produits de terroir. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Les réalisations du plan agricole de la région avaient un impact hautement positif sur les superficies et les productions des filières phares, qui sont la betterave à sucre, les agrumes et l'olivier. C'est près du village de Tilogit, au bord du lac Ain Sal, que se situe la cathédrale d'Imsfran, magnifique montagne culminant à 1884 mètres, offrant un magnifique paysage de Far West. C'est une destination privilégiée pour les amateurs de trekking, d'escalade, de spéléologie, mais aussi de canyoning et de rafting. Donc nous nous trouvons ici au pied de la cathédrale, au bord de l'oued Ain Sal. Nous sommes avec Abderrahman. Bonjour Abderrahman. Bonjour. Qui Bonjour, nous accueille donc dans son gîte. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, comment est né ce projet? Ce projet, c'était une aventure qui a commencé au début des années 2000 avec un ami à moi du village. On a essayé de construire un gîte parce qu'on a cru vraiment à ce site. Avant, il n'y avait qu'une élite de sportifs de pleine nature, d'eau vive, de canyoning, de base jump, et qui était... Le site s'y prête vraiment. Oui, oui. On a cru qu'à un moment donné, ça va se généraliser, il y aura des gens qu'on partagera la beauté de ce site. Vous l'avez inauguré quand le gîte? Le gîte, c'était en 2001. Il a été déclaré depuis comme zone protégée. Ça a été au départ un CIB, c'est-à-dire un site d'intérêt biologique et écologique, puis une réserve naturelle. Et ils l'ont classée à partir de quelle année? Elle est classée depuis 2006. D'accord, donc
complètement protégé. Oui, La protection s'étend d'où à où à peu près? Ça s'étend depuis entre Ouawizard et Tulbuit jusqu'à Zaouit Ansal et Anergui. D'accord. C'est un Donc large. ça comprend quand même un large périmètre. Oui, et c'est surtout pour protéger ce site parce qu'on a là une des pinèdes les plus grandes du Maroc. Ouais. Et vous, quelle période vous conseillez concrètement pour venir ici au gîte et pour visiter justement le site de la cathédrale? Normalement, entre mars et fin mai, c'est beaucoup de gens qui viennent pour le kayak, le raft. On est ici à la confluence de deux grandes rivières connues, c'est celle de l'Ansal qui prend sa naissance à Zaouit Ansal et la Sif Mloul qui conflue juste à côté là avec l'Ansal et lui il vient d'Imilchil. Ces périodes-là, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Donc beaucoup de professionnels qui viennent ici. Comme vous savez, on a ce cliché-là des sportifs d'eau vive. Vous savez, les grands sportifs, on a une appréhension que c'est un sport peut-être qui est réservé à une certaine élite. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu avec des gens, ces professionnels-là, et pour offrir cette activité-là, pour des gens non initiés, ça peut... Donc il n'y a pas besoin d'avoir de formation, rien du tout, voilà, et on peut quand même s'amuser ici. Voilà, pas besoin d'être encadré comme entre mars et avril où il y a un gros débit. Même en été, il y a des gens qui viennent pour faire des randos en étoile. Ils prennent base ici au gîte et on peut faire des variantes énormes. Parce qu'en plus, dans la région, il y a beaucoup de gorges. Oui, sur la route d'Anergui qui longe carrément la rivière. Donc cette gorge est accessible en voiture? Elle est accessible en voiture, oui, elle est accessible et on peut le faire. On peut aller faire un tour? Oui, bien sûr. On y va? On y va. Qui dit oued dit gorge. Prenons le temps d'aller nous promener sur les pistes de la région. Abderrahim les connaît toutes. Aujourd'hui, il a décidé de nous faire découvrir les gorges du Meloul, un vrai trésor. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se quitte ici, au pied de la cathédrale. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. On se retrouve vers d'autres émissions, vers d'autres destinations. Il y en a beaucoup encore à découvrir au Maroc. Je vous laisse ici. À bientôt!